Comme d'habitude, le président Trump fait tourner la tête au monde entier. Et ce week-end, c'était vraiment hors de contrôle. Écoutons d'abord ce qu'il avait à dire à bord d'Air Force One. Si aucun accord n'est trouvé d'ici mercredi, à la fin du cessez-le-feu, allez-vous le prolonger ou reprendre les attaques? Peut-être que je ne le prolongerai pas, mais le blocus va rester. Je ne le prolongerai peut-être pas, donc vous serez sous blocus. Malheureusement, il faudra larguer à nouveau des bombes. D'accord, Marc. Alors allons droit au but. Prolongeons-nous le cessez-le-feu ou recommençons-nous à larguer des bombes dès ce mercredi? Et d'ailleurs, pour que nos téléspectateurs le sachent, nous enregistrons cet épisode le dimanche 19 avril. Ruti, nous avons entendu le président et je vais dire quelque chose dont je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je te dis ce que je pense que le président Trump pense. Il pense que s'il dit qu'on va recommencer à bombarder, cela incitera le régime iranien à conclure l'accord qu'il souhaite. S'ils ne sont pas d'accord, alors il recommencera à bombarder. Mais quelle est la préférence de Trump? Et il le répète sans cesse, et je le crois. Il dit qu'il veut un accord qui mettra réellement fin, une bonne fois pour toutes, à la volonté de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce qui signifie que l'uranium enrichi déjà présent en Iran doit être évacué. Et leur capacité à enrichir davantage d'uranium doit être supprimée. Et ce sont ces deux lignes rouges fondamentales concernant le programme nucléaire. Jusqu'à présent, les Iraniens ont refusé d'aller aussi loin. Ils joueront sur les mots, mais sur la question importante de savoir s'ils tiendront leurs engagements sur ces points, ils ont dit non. Donc, à moins qu'il n'y ait un changement dans le comportement iranien, on pourrait dire que la guerre semble reprendre. Mais il y a deux questions ouvertes, et je n'ai pas de réponse, mais je veux simplement les soulever pour que vous et les personnes qui suivent Israël en diplomatique puissiez y réfléchir. La première option, c'est que peut-être les Iraniens ont été frappés si durement et qu'ils ne veulent pas retourner à la guerre, qu'ils finiront par faire des concessions qu'ils n'ont pas faites jusqu'à présent. Je pense que c'est peu probable, mais possible, peu probable. Trump a dit qu'on pourrait les frapper à nouveau, donc tout le monde pense qu'il va relancer les bombardements, non? Et il a même, je crois que c'est la formule qu'il a utilisée. Nous les avons bombardés avant, nous pouvons les bombarder à nouveau. Mais peut-être, et Trump aime faire ça, il va les surprendre. Peut-être qu'il fera autre chose. Peut-être qu'il lancera une incursion terrestre. Ce que je préfère, c'est qu'il prendra le contrôle de l'île où se trouvent toutes les installations pétrolières. Il pourra proposer de lever le blocus une fois l'île pétrolière contrôlée, car ils n'auront plus rien à exporter. Mais je pense que si Trump revient à l'action militaire, il faut s'attendre à l'inattendu, pas simplement à un retour des campagnes de bombardement, pas plus de la même chose. Il faut s'attendre à quelque chose de différent. D'accord, non, je ne suis pas en désaccord avec toi sur le fait que Trump préfère un accord et tout ça. Je ne suis pas d'accord car tu veux un accord, mais selon moi, il est impossible d'en conclure un avec des djihadistes. Et que, dès que tu fais un accord avec eux, tu as déjà perdu. Mais voici ce qui est intéressant à propos de ce week-end. Et j'ai remarqué un changement d'ambiance en Israël, dans l'état d'esprit des Israéliens, pas de l'ensemble d'Israël. Et au début, il y avait plusieurs choses. Tout d'abord, il y a eu un cessez-le-feu de 10 jours qui a commencé avec le Liban. Et le président Trump a publié sur Truth Social quelque chose qui a suscité beaucoup de réactions à cause de son ton acerbe. Les États-Unis recevront toute la poussière nucléaire créée par nos grands bombardiers B-2. Aucun argent ne changera de main sous quelque forme que ce soit. Cet accord ne concerne en aucun cas le Liban non plus. Mais les États-Unis travailleront séparément avec le Liban et traiteront la situation avec le Hezbollah de manière appropriée. Israël ne bombardera plus le Liban. Les États-Unis leur interdisent de le faire. Assez, c'est assez. Maintenant, quand il dit en lettres majuscules, il est interdit à Israël de bombarder au Liban. Et vous savez, assez, c'est assez. Maintenant, voyons d'abord. Ce qui est surprenant à ce sujet, c'est que, selon l'accord de cessez-le-feu avec le Liban, Israël a le droit et doit non seulement riposter lorsqu'il est attaqué par le Hezbollah, mais aussi si nous voyons des menaces imminentes ou même des plans pour un quelconque mouvement du Hezbollah, Israël a le droit d'attaquer. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce message, je n'appellerai pas ça un tweet parce que c'est sur Truth Social, mais bon, ces publications partaient dans tous les sens. Il a dit que l'Iran a accepté, que nous allons y aller ensemble et éliminer la poussière nucléaire.
Ensuite, maladie avec l'Iran, le détroit d'Ormuz est ouvert. C'est fermé. Nous avons le blocus. Nous n'avons pas l'accord de l'Iran. Il va y avoir un accord. Et puis, au cours du week-end, il y a eu des responsables iraniens. Nous ignorons désormais qui dirige ou mène la danse, car le régime est en lambeaux. Mais les dirigeants disaient non, nous n'abandonnons pas nos armes nucléaires, nous n'abandonnons pas la poussière nucléaire et nous n'abandonnons pas notre droit à enrichir l'uranium. Et puis, non seulement ça, mais nous fermons à nouveau le détroit d'Ormuz. Et pour couronner le tout, l'Iran a tiré sur 2 bateaux indiens qui avaient obtenu la permission de traverser le détroit d'Ormuz. Donc voici ce que je dirais. Ensuite, maintenant, Trump n'aime pas qu'on le prenne pour un idiot. Donc, je pense qu'à la fin du week-end, plus d'Israéliens qui avaient dit « Oh, il semble que la guerre soit terminée ». Maintenant, les Israéliens disent qu'il semble que d'ici notre jour de l'indépendance mercredi, il y aura une reprise de la guerre. Mais pour, disons, donner du poids à cette conviction, il y a eu un autre message du président Trump disant que les gens aiment d'Israël ou non, Israël s'est révélé être un grand allié des États-Unis d'Amérique. Ils sont courageux, audacieux, loyaux et intelligents. Et contrairement à d'autres qui ont montré leur vrai visage dans un moment de conflit et de stress, Israël se bat avec acharnement et sait comment gagner. Il a aussi publié un petit extrait d'Iran où il est écrit « Président Trump, s'il vous plaît, aidez-nous ». Alors voilà la situation. Je pense que nous allons de nouveau replonger dans la guerre cette semaine. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est une possibilité bien réelle, mais je pense que ce ne sera pas forcément la même chose. Attendez-vous à une surprise. Je veux contester le président, et j'ai trouvé que la façon dont il a parlé ou écrit dans sa première publication sur Truth Social, où il a dit qu'Israël est interdit et que ça suffit, était problématique. Je sais que je ne m'attends pas à ce que Trump soit poli. Ce n'est pas la façon de faire de Trump. Trump est très authentique. Il vous dit ce qu'il pense sur le moment et il n'y a pas beaucoup de filtres. Mais il s'adressait à un allié, il parlait à un ami proche. Il s'adressait à un pays qui a fourni aux États-Unis des renseignements précieux. Il s'adresse à un pays qui a mis ses soldats en danger pour combattre et mourir afin d'aider à gagner cette guerre. Il parle à un pays qui est un allié très solide, non seulement en parole, mais aussi en actes. Et je dirais au président que j'ai trouvé ses remarques déplacées. Maintenant, il peut avoir une conversation difficile avec Netanyahou. Il peut dire à Netanyahou « Tu dois arrêter ». Maintenant, j'essaie d'aborder un problème plus vaste. Mais publiquement, j'ai trouvé ce langage exagéré et je ne l'ai pas aimé. Et je pense que la plupart des Israéliens ne l'ont pas aimé. Cela a aussi donné à ses ennemis politiques, à Netanyahou, tu sais, cela lui a donné du grain à moudre. Tu sais, il pouvait dire « Regarde, 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 ce n'est qu'une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre, il n'est pas indépendant ». Les mêmes personnes en Israël qui étaient fâchées contre Netanyahou parce qu'il s'opposait à Biden l'appelaient soudainement maintenant un idiot. Oui, Netanyahou est un idiot parce qu'il fait simplement tout ce que Trump veut. Tout d'abord, je pense que dans les circonstances actuelles, le premier ministre israélien devrait faire tout ce qu'il peut pour satisfaire le président américain. Oui, c'est un avantage stratégique car nous sommes en première ligne contre l'Iran et sur la question nucléaire. Il faut savoir prioriser, comme déjà dit dans ce podcast. Et je pense que, même si Donald Trump n'admettrait jamais publiquement une erreur, le fait qu'il ait publié ce deuxième tweet hier soir, oui, où il disait qu'Israël est un grand allié et un ami et que ceux qui n'aiment pas Israël devraient le savoir, il a ajouté que toutes nos qualités comptent. Les Israéliens se battent, veulent gagner et sont de bons alliés. C'est la manière de Donald Trump de revenir en arrière. Il ne présente pas d'excuses pour avoir craché au visage. C'est peut-être trop pour Marc Rediev, mais il ne le fait pas. Le lendemain, il dit quelque chose de gentil et tout est oublié. En fait, je viens d'entendre ce que Kamala Harris a dit, oui, à propos d'Israël. Nous avons vraiment de la chance du point de vue israélien que Trump soit à la Maison-Blanche et non Kamala Harris, vu la façon dont elle s'exprime, peut être reflet de la politique actuelle du Parti démocrate et de la nécessité de gagner une primaire aujourd'hui. Mais ce qu'elle dit aujourd'hui est vraiment, vraiment difficile pour les Israéliens. Et encore une fois, avec le président Trump, avec ses défauts, comme on dirait là où j'ai grandi en Australie, je ne sais pas si tu as un équivalent là où tu as grandi à New York, oui. On dit, avec ses défauts et tout, oui, Trump, en s'attaquant au programme nucléaire iranien comme il l'a fait et avec le soutien qu'il a apporté à Israël, c'est vraiment un incroyable bol d'air frais.
Et je pense que lorsque le Premier ministre Netanyahou dit que nous n'avons jamais eu un aussi bon ami à la Maison-Blanche, oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Beaucoup d'Israéliens, même sans soutenir Netanyahou, seraient d'accord. Nous n'avons jamais eu un aussi bon ami à la Maison-Blanche. J'aimerais que toutes ces remarques le reflètent. Oh, absolument. D'ailleurs, en ce qui concerne Kamala Harris, tout d'abord, c'est une idiote et une honte, et elle l'a toujours été. Et ce n'est pas seulement parce que, heureusement, elle n'est pas à la Maison-Blanche. Elle a été anti-Israël depuis le début. C'est vrai, elle a boycotté Netanyahou lorsqu'il est allé à Washington. Donc, vous savez, clairement, elle aurait été une catastrophe en tant que présidente. Et si elle prévoit de se présenter à nouveau, vous savez quoi? Je l'espère. Parce que si c'est le cas, n'importe quel républicain devrait pouvoir la battre. C'est un aparté, une parenthèse. Ce que tu as mentionné à propos des ennemis de Netanyahou qui sont tous ravis, tu sais combien de personnes, quelqu'un m'a écrit et m'a dit « Ah, tu vois, je t'avais dit que Trump ne se soucie que de lui-même, pas du monde, pas d'Israël, pas de la guerre. » Et j'ai été interviewée par quelqu'un qui m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu dis maintenant avec ton bon ami Trump à la Maison-Blanche ?» C'est ce ton-là, d'accord? Ton bon ami se retourne contre toi. Maintenant, le fait est que soit tu es américaine ou israélienne, soit tu es en Occident et tu soutiens la défaite du djihadisme mondial et tu soutiens la défaite du régime maléfique de Téhéran, soit tu ne le fais pas. Et si tu le fais, alors à quoi ça sert de dire « Ha, 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 les choses vont mal ». Tu ne te soucies pas de la civilisation occidentale. Tu ne te soucies pas de ton propre pays, que tu sois israélienne ou américaine ou « Oh, bon, je ne parlerai même pas de l'Europe » parce que, tu sais, en ce qui me concerne, la façon dont l'Europe s'est comportée, je veux dire surtout l'Europe de l'Ouest, c'est aussi une honte et un scandale. Mais comme je l'ai dit, cette joie malsaine, oh, regarde, il se retourne contre toi. Pourquoi cela devrait-il rendre quelqu'un heureux alors que nous sommes en ce moment à un carrefour au Moyen-Orient et dans le monde? Je trouve ça vraiment dégoûtant. Que puis-je dire? Oui, Israël et les États-Unis sont de proches alliés, et le Premier ministre et le Président entretiennent une excellente relation personnelle fondée sur un respect mutuel. Mais présumer qu'ils ne seraient jamais en désaccord sur quoi que ce soit est, bien sûr, absurde. Je veux dire, même les couples mariés qui s'aiment énormément et vivent ensemble depuis 30 ans ne sont pas toujours d'accord sur tout. L'idée que deux pays, même les alliés les plus proches, n'auraient pas de divergence est ridicule. Tout le monde sait que Roosevelt et Churchill, grands alliés de la Seconde Guerre mondiale, se sont beaucoup disputés, non? Thatcher et Reagan se sont également beaucoup disputés, n'est-ce pas? L'idée est donc absurde. Évidemment, ils auront des points d'accord et de désaccord, c'est normal. Et s'attendre à autre chose, c'est s'attendre à, s'attendre à l'irrationnel, oui, ça n'arrivera pas. Cela dit, je pense quand même, encore une fois, que lorsqu'il y a ces désaccords, quand Roosevelt et Churchill avaient de grosses disputes, vous savez, c'était en coulisses. C'était en grande partie en coulisses. Il ne s'agissait pas de réconforter Hitler en laissant les deux dirigeants de l'Alliance occidentale se disputer publiquement. Et je pense pourtant que, vous savez, nous devons accepter Trump tel qu'il est. Cela étant dit, sur le fond, Trump voulait que nous instaurions un cessez-le-feu au Liban. Et peut-être qu'il pensait devoir envoyer un message très dur et brutal aux Israéliens, une sorte de thérapie de choc pour eux. Peut-être qu'il voyait les choses ainsi. Instaurer un cessez-le-feu au Liban est difficile pour les Israéliens. Si j'ai bien compris Netanyahou, nous l'avons fait car les Américains l'ont demandé. Et l'Iran, c'est le sujet central. Et nous, vous savez, nous sommes prêts. Vous savez, Lénine, le chef de la révolution bolchevique en Russie, a lancé sa célèbre formule « un pas en arrière, deux pas en avant », n'est-ce pas? Nous faisons une pause au Liban. Nous allons arrêter ça. Une négociation avec le président libanais est possible. Nous verrons. C'est une autre histoire. Mais nous pouvons faire une pause là-bas, garder l'œil sur l'objectif. Le véritable enjeu, c'est Téhéran, pas le jeu qui se déroule ou ce qui se passe à Beyrouth. Et donc peut-être que c'est, vous savez, je pense que Netanyahou a pris la bonne décision. Et je dirais que notre situation au Liban, même avec la pause actuelle, encore une fois, les troupes israéliennes sont présentes sur tout le sud du Liban alors qu'elles n'y étaient pas avant que tout cela ne commence, n'est-ce pas? Nous pouvons contrôler la zone que nous contrôlons actuellement. Il n'y a aucune exigence dans le cadre du cessez-le-feu selon laquelle Israël doit se retirer, même si c'était l'une des demandes du Hezbollah. Non, nous ne nous retirons pas. Nous contrôlons la zone, ce qui nous permet de poursuivre la destruction des infrastructures du Hezbollah. Comme avant ce cessez-le-feu, nous pouvons être proactifs.
Et si nous voyons une menace pour nos forces, si nous voyons le Hezbollah faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire, nous pouvons l'éliminer comme nous l'avons déjà fait. Je trouve la situation politique au Liban très intéressante car depuis que nous en parlons cette semaine et lors du précédent podcast, des discussions formelles ont débuté entre Israël et le Liban. Je reste très réaliste sur ces discussions car le gouvernement libanais est faible et leur capacité à conclure un accord avec Israël et, vous savez, à désarmer le Hezbollah est problématique. Elle est très limitée. Mais nous lançons une dynamique à travers ces discussions avec le Liban, ce qui est assurément une dynamique positive, et qui sait où cela va mener. D'accord, c'est vrai. Le Liban n'est pas vraiment souverain, le Hezbollah contrôle tout là-bas. Ce serait un grand progrès si Israël et le Liban arrivaient à vaincre le Hezbollah ensemble. Je le croirai quand je le verrai, etc. Mais encore une fois, Israël s'est réservé le droit, et c'est selon l'accord, de faire ce qu'il doit pour protéger ses frontières. Et c'est bien de faire une pause, parce que l'Iran est vraiment le problème le plus important. Je dirais qu'il est difficile de comparer ces choses au gouvernement précédent, surtout pas au gouvernement de la Seconde Guerre mondiale, car nous avons maintenant les réseaux sociaux. Vous savez, dans les générations précédentes, quand on disait que certaines choses ne pouvaient pas être rendues publiques, même si elles l'étaient, il y avait une déclaration publique. Il fallait 24 heures pour qu'un journal sorte et soit imprimé, n'est-ce pas? Ici, nous avons tout en temps réel sur Twitter, sur Truth Social. Et vous allez avoir les commentaires tweetés de l'ayatollah. Et aussi Trump adore, il est tout le temps sur son téléphone à commenter. Donc, on ne peut pas comparer ces choses-là. Tout est public maintenant. Maintenant, la différence entre Netanyahou et Trump, c'est que Trump n'a qu'à taper sur son téléphone et c'est lui qui écrit ses messages. On le sait à cause des fautes qu'il y a dedans. Ce n'est pas comme si son service de communication le faisait et les corrigeait. Il crache simplement ce qu'il veut dire à un moment donné. Alors que Netanyahou, c'est une autre histoire. Je ne suis même pas sûre qu'il sache tweeter quelque chose lui-même. Il a une équipe pour le faire. Il fait attention à ses mots. Il est extrêmement clair et éloquent. Et il ne fait certainement pas d'erreurs grammaticales, ni en anglais, ni en hébreu. Ce sont deux choses complètement différentes. Mais ce qu'il y a de positif, malgré le côté problématique de cette sorte de foire d'empoigne sur les réseaux sociaux, l'avantage, c'est que nous pouvons voir ce que les dirigeants pensent à un moment donné, et surtout en ce moment. Parce que la porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères et le président du Parlement iranien, grâce à leur présence sur les réseaux sociaux, nous savons qu'ils disent non à Trump alors qu'ils disaient oui. C'est une chance. Nous pouvons voir ce qu'ils disent réellement et j'y suis favorable. Donc, je dirais simplement ceci. Dans le passé, disons que Roosevelt se disputait avec Churchill. Ils pouvaient toujours discuter en coulisses. Comment s'appelait-il? Il y avait un certain Reston, alors grand chroniqueur du New York Times, avec qui il pouvait parler en coulisses. Il écrivait une chronique disant que la Maison-Blanche était mécontente des Britanniques. Oui, les réseaux sociaux rendent tout cela plus immédiat et direct. Si vous étiez en conflit avec un allié et vouliez faire passer un message, cela arrivait aussi à l'époque, même si le timing était peut-être différent. C'est long. Le journal du lendemain ou une émission de radio sur CBS ou quelque chose comme ça, oui. Je veux expliquer pourquoi nous enregistrons le podcast aujourd'hui dimanche. Mercredi, c'est jour férié en Israël pour la fête de l'indépendance. Espérons que nous allons tous nous amuser. Et mardi, c'est pour les soldats tombés et les victimes du terrorisme. C'est toujours d'actualité dans ce pays. Ici, cela prend un sens encore plus profond. C'est exact. Je voulais juste dire, oui, alors qu'on entre maintenant dans la 79e année d'Israël, n'est-ce pas? Je pense qu'avec tous les problèmes que nous avons et tous les défis, n'est-ce pas, il y a bien des raisons de voir le verre à moitié vide. Oui, le régime iranien est toujours là et le Hamas contrôle encore une grande partie de Gaza, même si nous contrôlons la majorité de Gaza. Et le Hezbollah, bien qu'affaibli comme le Hamas, reste présent, n'est-ce pas? Les menaces persistent, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas oublier le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Netanyahou a aussi déclaré que tous nos objectifs n'ont pas été atteints. Et nous les atteindrons encore d'une manière ou d'une autre, comme Trump. Oui, soit nous le ferons militairement, soit diplomatiquement. Mais le fait que nous ayons une énorme zone tampon israélienne à Gaza signifie que les voyous terroristes du Hamas
ne sont pas juste à la frontière, face à face avec les communautés civiles israéliennes. C'est pareil au Liban, les soldats israéliens sont toujours présents dans le sud. Les voyous du Hezbollah ne sont plus postés juste à la frontière comme avant, n'est-ce pas? En Syrie, une zone tampon avec les FDI est en place depuis plusieurs mois. Et avec l'Iran, n'est-ce pas? Dans le pire des cas, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'accord pour éliminer l'Iran. Nous avons néanmoins considérablement désamorcé le monstre iranien. En ce jour du souvenir et de l'indépendance, nous remercions d'abord les jeunes Israéliens et Israéliennes qui ont donné leur vie pour la liberté du pays. Et en même temps, je pense qu'on peut dire, écoutez, chaque vie perdue depuis le 7 octobre 2023 et trop de vies ont été perdues, oui. Mais dire que ces vies ont ouvert la voie à cette situation stratégique plus favorable dans laquelle Israël se trouve aujourd'hui. Nous sommes plus forts, nous sommes plus en sécurité. Nous sommes plus en sécurité qu'il y a 3 ans à la même époque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et même de façon surprenante, le shekel est tellement fort que bientôt la Banque d'Israël va devoir intervenir. D'ici 1 an, il pourrait atteindre la parité avec le dollar. Je veux dire, la bourse est en plein essor. C'est en fait mystérieux, mais voilà. Je vais aussi te dire, comme tu l'as dit, que nous sommes dans une meilleure situation. Il y a 3 ans, même moins de 3 ans, si quelqu'un t'avait dit que nos avions, pas seulement les avions américains, mais je veux dire les avions israéliens pourraient faire des allers-retours au-dessus, vers l'Iran sans être abattus et que les pilotes reviennent sains et saufs, tu aurais dit que cette personne était folle. L'Iran était le grand méchant loup et regarde ce que nous avons révélé et ce que nous avons fait. C'est tellement crucial. Comme tu l'as dit, même si c'est tout ce que nous accomplissons, ce sera déjà énorme. La seule chose qui m'inquiète, et j'espère que ça n'arrivera pas, c'est qu'on est si proche. Et encore une fois, si on écoute la propagande. Ou, vous savez, l'Occident dit, vous savez, qu'ils veulent conclure un accord ou quelque chose, et qu'au final, on doive, je dirais, revenir en arrière d'une certaine manière et oublier qu'on ne peut pas croire un mot de ce qu'ils disent et qu'on ne peut pas conclure d'accord avec eux. Il faut vraiment remplacer le mot « accord » par le mot « défaite ». Je vais redire ce que j'ai dit dans un précédent podcast, Ruti. Je souhaite voir de nombreuses améliorations, notamment la chute du régime iranien, et retrouver de bonnes relations avec Téhéran comme sous le Shah. Et j'aimerais voir le Hamas complètement expulsé de Gaza. J'aimerais voir le Hezbollah complètement expulsé du Liban et avoir un traité de paix avec eux, et ainsi de suite. Cela dit, je dois être réaliste et je dois dire, eh bien, il ne faut pas que le parfait soit l'ennemi du possible et du bien, n'est-ce pas? Et si vous y réfléchissez, il y a 3 ans, les Iraniens avaient cette stratégie. Ils étaient bien avancés vers l'arme nucléaire. Ce n'est pas Marc Regev qui le dit, c'est l'AIEA qui l'a dit. L'ONU l'a dit, n'est-ce pas? Ils étaient proches, plus proches que jamais d'avoir assez de matière fissile pour fabriquer une bombe. Et en même temps, ils construisaient ces armées supplétives, des armées terroristes à la frontière d'Israël, le Hamas au sud, les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban. Je me souviens d'avoir assisté à des réunions gouvernementales quand j'étais au gouvernement il y a toutes ces années, oui. Et ils pouvaient littéralement lancer des dizaines de milliers de missiles sur toutes les régions d'Israël. Nous aurions donc d'énormes pertes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils peuvent encore, comme on l'a vu la semaine dernière, tirer des missiles sur Israël, mais ce n'est qu'une fraction de ce qu'ils étaient capables de faire auparavant grâce à nos actions pour neutraliser ces monstres. Je pense qu'il est surtout important, à l'approche de la journée du souvenir et de la fête de l'indépendance, de se rappeler ce qui a été accompli. Il reste encore des choses à faire, mais souvenons-nous de ce que nous avons accompli. J'ai toujours dit que si on regarde en arrière, où en était Israël il y a 78 ans quand Ben Gourion a proclamé l'État d'Israël en 1948 et où nous en sommes aujourd'hui, il existait alors une menace existentielle pour Israël. Les Américains ont dit à Ben Gourion, « Écoute, Marshall a dit à Charette, qui s'appelait alors Chertok, lors d'une réunion à Washington environ 2 semaines avant la déclaration d'indépendance, il a dit, « Écoutez les gars, vous pourriez ne pas gagner et nous n'enverrons pas de troupes américaines pour vous aider, d'accord? Si vous proclamez l'indépendance, vous serez seul. » Et il a reçu des rapports du Pentagone et de la CIA. Les Arabes, plus nombreux et mieux armés qu'Israël, n'ont pourtant aucune garantie de succès. Il conseillait franchement, « Ne le faites pas. Vous pourriez perdre cette guerre et nous ne viendrons pas vous sauver. » Ben Gourion a décidé de proclamer l'indépendance et devine quoi? Nous avons triomphé.
Et depuis lors, la vérité, c'est que nous sommes plus forts politiquement, nous sommes plus forts démographiquement, nous sommes plus forts économiquement, nous sommes plus forts militairement, nous sommes plus forts stratégiquement que jamais auparavant. Et pour cela, je pense que tous les Israéliens peuvent célébrer la fête de l'indépendance cette année avec le sourire. Absolument. Et la prochaine fois que nous serons ici, ou la prochaine fois que nous nous retrouverons en studio, la question sera, nous retrouverons-nous ici en devant courir vers des abris anti-bombes ou non? Nous verrons bien. On verra. Content de te parler, Ruthie.